Et on va commencer cette... après le dialogue 1, c'est une table ronde 1. Vous voyez que la conception de cette journée est très sophistiquée. Et donc dans cette table ronde, l'idée c'est que nous avons réuni 4 intervenantes, intervenants pour échanger après un temps de présentation individuelle de 10 minutes, après discuter entre elles et eux et avec la salle, autour d'une question, maintenant qu'on a vu les concepts et la façon dont on peut concevoir et utiliser race et racialisation d'un point de vue conceptuel. Là, on va rentrer dans le dur en partie, c'est-à-dire comment on utilise, on opérationnalise. On a vu qu'il y a une forme de plasticité, des distinctions qui ne sont pas toujours évidentes à faire et à définir d'un point de vue conceptuel, mais c'est encore d'une certaine façon pire et mieux quand on est sur le terrain et qu'on doit observer, rendre compte, analyser les dynamiques sociales, quel type de catégories, comment on les formalise, comment on les conçoit et comment on en rend compte autour des questions de race et de racialisation. C'est de ça dont on veut parler avec nos 4 intervenantes et intervenants, comment on concrétise en fait la race et la racialisation, les méthodes, les objets et les catégories, et aussi leur réception. Donc on leur a demandé de réfléchir à ça. Et pour en parler, on a donc immédiatement à ma droite Claire Kosker, qui est chercheuse FNS, ça veut dire Suisse, à l'université de Lausanne, et qui a travaillé sur les questions de blanchité des expatriés à Abu Dhabi, entre autres, et qui a publié récemment avec Solène Brun une sociologie de la race dans la collection 128 à Armand Collin en 2022, qui est la forme aussi d'une forme de notabilisation de la question. Donc vous faites partie de ces horribles racialistes qui prennent le champ. Ensuite, Evelia Mayanga, qui est en thèse de sciences politiques à Paris 1 sur les politiques et la représentation de la diversité, avec des guillemets. Donc il n'y a peut-être pas de guillemets dans race, mais il y en a dans diversité, en l'occurrence ici, dans le cinéma français, donc un autre univers où se déploie la question de la représentation et les questions raciales prennent une dimension importante récemment. Ensuite, Myriam Paris, qui est politiste également, qui a fait une thèse de sciences politiques à Paris 1 également, sur le féminisme et le pouvoir colonial à La Réunion, et donc qui travaille sur la racialisation d'une politique publique, sur la question de le contrôle de la reproduction à La Réunion, ce qui parle beaucoup aux démographes, et qui est actuellement en postdoc sur un projet sur les hauts fonctionnaires des Outre-mer, et Tom. Et enfin, Jean-Luc Primon, qui est sociologue à l'Université de Nice, à l'URMIS, et qui a travaillé sur les parcours scolaires, la question d'éducation et d'emploi des immigrés descendants d'immigrés. Donc là, on est sur des catégories de personnes dans lesquelles il croise les questions de racisme et ses effets pratiques dans une approche plus quantitative. Donc on a en plus un panorama de méthodes aussi, ou de types d'approches qui sont assez différentes. Et sans plus attendre, je vais donner la parole tout de suite à Claire Kosker pour son introduction de comment elle fait pour opérationnaliser. Normalement, ça marche. Ok. Merci beaucoup, Patrick, pour cette présentation. Merci beaucoup également à toute l'équipe d'organisation de cette journée. Je vais vous parler donc de la façon dont j'ai travaillé avec et autour du concept de racialisation dans cette enquête que Patrick mentionnait, qui est donc mon enquête doctorale sur les migrants, les résidents français à Abu Dhabi, qu'on qualifie effectivement souvent d'expatriés.
C'est une enquête qui date un petit peu déjà maintenant, puisque j'ai fait mon terrain entre 2015 et 2016. Et maintenant, je travaille sur une nouvelle enquête qui réinvestit un certain nombre de ces outils conceptuels et qui va interroger la racialisation des classes dominantes internationales en Suisse, du coup. C'est un travail que j'ai commencé par une entrée nationale. C'est-à-dire que j'ai construit ma population d'enquête à partir d'une catégorie nationale. Je voulais travailler sur les Français. Mais un des premiers termes qui va m'interroger, c'est précisément ce terme d'expatriation, et c'est par celui-là que je vais arriver à des questions de racialisation très vite en fait, hein. Parce qu'à la suite d'autres chercheurs, je me suis demandé ce que recouvrait notamment la distance sémantique qui est construite entre la catégorie d'expatriés, d'expatriation, et la catégorie de migrants ou d'immigrés. Et ce, alors même que au sens strict, la catégorie d'expatriation, ça désigne simplement un type de contrat de travail pour envoyer donc un employé à l'étranger. Alors, comme vous le pressentez sans doute, c'est un terme qui, justement, n'est pas racialement neutre, le terme d'expatrié, et il est très associé, justement, à la blanchité qui a été un de mes grands objets de recherche dans cette enquête. En fait, c'est une catégorie qui entremêle de façon assez étroite des connotations de race, mais aussi des connotations de classe. Donc, en l'occurrence, c'est un terme qui connote très fortement, du moins dans le contexte sur lequel j'ai travaillé, qui va connoter l'appartenance à des classes supérieures. Et enfin, des connotations de nationalité. Donc le terme d'expatrié, il est aussi associé à tout un groupe de nationalités qui sont assez régulièrement regroupées sous cette vaste étiquette de occidentaux-occidentales. Alors je vais faire un petit détour par les modes de désignation qui sont courants à Abu Dhabi pour que ce soit un petit peu plus concret. Dans les usages courants qu'on rencontre, en fait, on va parler de locaux, ce qui est synonyme de nationaux, hein, donc ça désigne pas forcément une personne née sur place, mais ça désigne une personne qui détient un passeport émirien. On parle donc de locaux, d'une part, on parle d'expatriés, ou les expats tout court. Ce qui est d'ailleurs une petite subtilité, c'est-à-dire que parmi les expatriés, on parle le plus souvent des expats, mais aussi des Arab expats. Et cette petite exception avec ce qualificatif en plus va révéler que par défaut, la catégorie expatriée, elle est associée à la blanchité. Et la troisième catégorie courante qu'on utilise donc pour désigner les groupes sociaux qu'on rencontre à Abu Dhabi, c'est la catégorie de workers, qu'on utilise aussi en français, donc travailleurs, mais qu'on utilise le terme anglais. En anglais, on utilise parfois workers, parfois bachelors, et en fait, ça désigne ces migrants donc qui sont très majoritairement des hommes jeunes qui migrent seuls et qui viennent d'Asie du Sud et parfois d'Asie du Sud-Est. Pour finir sur cette catégorie-là, en français, on utilise le terme workers, mais on va aussi utiliser la catégorie nationale indien, et ce, quelle que soit en fait la nationalité réelle de la personne, c'est-à-dire que les Pakistanais vont être désignés comme indiens, les Bangladais vont être désignés comme indiens, etc. Alors que voilà, la catégorie que les résidents français vont utilisés pour se désigner eux-mêmes ou pour désigner le groupe social plus large où ils se placent, c'est plutôt cette catégorie d'expat ou ce terme de occidental, occidentaux ou en anglais westerners. Alors, je vais me concentrer, pour aller vite, sur ces catégories et laisser un peu de côté les pratiques, mais qui sont aussi un point d'entrée important pour la question de l'étude de la racialisation et
Et pour cette question en fait, on retrouve la même imbrication entre classe, nationalité et race dans les pratiques, dans les modes de consommation notamment, mais pas uniquement. Hein, où ce qui m'a intéressé, c'est comment se déployait toute une lutte de classement entre expatriés blancs et élites émiriennes qui, pour le dire assez vite, vont faire l'objet d'une stigmatisation qui emprunte au discours sur les mobiles ascendants ou sur les nouveaux riches, et qui en même temps réinvestit un certain nombre de représentations coloniales sur l'arabité. Je ferme la parenthèse sur les pratiques, on pourra y revenir dans la discussion, mais à partir de ce bref aperçu du terrain sur lequel j'ai travaillé, je vais faire 2 remarques. La première, c'est que ces résidents français, ils utilisent une catégorie qui a une connotation raciale pour se désigner eux-mêmes, mais par contre, ils n'utilisent pas, ou très rarement, dans des circonstances assez exceptionnelles, de catégories explicitement raciales pour se désigner eux-mêmes. Autrement dit, ils utilisent rarement le qualificatif de blanc pour se désigner. Par contre, c'est la deuxième remarque, ils vont utiliser de façon très routinière des catégories explicitement raciales pour désigner autrui. Donc la catégorie arabe, par exemple, ou la catégorie indien, dont je vous précisais que comme elle est employée pour désigner pas du tout un groupe national, mais en fait tout un groupe régional qui n'a pas forcément la nationalité indienne du tout, à qui on attribue une position sociale similaire, une réputation, un comportement, etc. Donc une catégorie qui fonctionne explicitement comme une catégorie raciale. Et j'ajoute une troisième remarque là-dessus, ces expats français ou ces occidentaux, eux, ils sont bien désignés aussi par autrui par une catégorie explicitement raciale. Donc il y a une catégorie, un terme qu'on peut traduire grossièrement en français par les fils de la rouge, qui est utilisé par la population émirienne, qui en fait se moque à la fois de la pâleur de la peau de ces expatriés et de l'obsession du bronzage, donc qui se traduit par une tendance prononcée au coup de soleil. Et on trouve également des catégories qui nomment explicitement la blancheur ou la blanchité du côté de cette population majoritaire asiatique, en particulier du groupe national indien. Il y a ce terme Gora en hindi ourdou qui se traduit par à la peau claire ou par blanc, et qui est utilisé donc pour désigner ces expatriés. Donc pour ramasser un peu ces trois remarques, ce qu'on peut dire sur ce terrain-là et le problème qu'il pose ou le défi qu'il pose en termes d'études de la racialisation, c'est que les catégories émiques qui sont utilisées dans ce contexte-là, elles sont caractéristiques de ce problème de la blanchité qui se construit, comme Auriac et Babza le disaient, comme point zéro de la catégorisation. Donc à partir de là, comment j'ai travaillé je pense qu'il faut assez classiquement distinguer deux étapes, l'enquête elle-même et la façon dont j'ai analysé ces données, entre guillemets. Donc l'enquête, entendue au sens de collecte des données, j'ai fait un usage qui était très prudent, peut-être même timide, on pourra y revenir, mais disons que je me suis cantonnée uniquement à des catégories émiques. On parlait de nominalisme tout à l'heure, mais j'ai eu un nominalisme stratégique dans la partie de collecte des données. Donc je reprenais les catégories utilisées par les enquêtés eux-mêmes en ayant en tête ce souci assez... Donc moi je travaillais par méthode ethnographique, j'aurais dû le préciser dès le départ, et on a ce souci quand même très constant de ne pas imposer des catégories qui ne seraient pas utilisées par les enquêtés eux-mêmes pour essayer de minimiser donc, l'effet de distorsion des discours. Et par contre, dans l'analyse, précisément parce que la configuration des catégories émiques, elle était un effet de la distinction blanche, donc nommer les autres sans se nommer soi-même. Là, je suis sortie de ce nominalisme, donc j'ai décidé d'utiliser ce concept de blanchité et l'adjectif blanc pour parler notamment de distinction ou de domination blanche. Donc ce que ce concept permettait, c'était
de se défaire de cette économie blanche des catégorisations, qui produit des catégories tout en essayant de s'assurer d'échapper à la catégorisation elle-même. Et de façon étroitement reliée à ça, ça permettait de rendre compte aussi, et Sarah Mazouz le soulignait tout à l'heure, de rendre compte du fait que tous les discours et les pratiques d'altérisation, que ce soit vis-à-vis de la population émirienne ou de la population sud-asiatique, sont autant des discours sur les autres et des pratiques de stigmatisation que des discours sur soi et des pratiques de distinction, de construction d'un groupe social. Je ne répondrai pas à toutes les questions, je pense, que Patrick a rappelées, parce que sinon je vais empiéter sur le temps de parole, mais pour le dire assez rapidement, c'est une méthode qui a donc des avantages que j'ai mentionnés, ceux de tenir ces deux fils, d'essayer de minimiser l'effet d'imposition dans la phase d'enquête et ensuite de déconstruire les dimensions catégorielles de la blanchité elle-même, mais qui a aussi des inconvénients dans la phase d'enquête parce que précisément c'est une stratégie qui peut être décrite comme excessivement prudente ou timide, alors que l'utilisation de catégories raciales explicites en tant qu'enquêtrice peut avoir des effets de susciter des discours qui, je pense, ne peuvent pas tout le temps être réduits à des artefacts d'entretien. D'autant que c'était un de mes constats au fur et à mesure de l'enquête, qu'en fait, selon la méthode utilisée, notamment entre la méthode d'entretien et la méthode d'observation, on recueillait des données qui pouvaient être assez différentes, avec des formes de racialisation davantage explicites et plus souvent directement biologisantes dans les observations, et par contre un contrôle du discours un peu plus affirmé en entretien. Et la dernière chose, c'est que finalement, au fur et à mesure qu'on réfléchit sur ces méthodes d'enquête, on se rend compte que c'est aussi... Ça reste bien sûr un souci louable de tenter de minimiser les effets d'imposition. Mais c'est aussi une illusion de penser qu'on peut arriver avec aucune catégorie exogène dans la situation d'entretien et qu'on peut se limiter aux relances miroirs. Voilà, mais peut-être qu'on pourra développer tout à l'heure dans la discussion. Tu reviendras dans la discussion aussi sur la question de la réception de ton usage de la blanchité qui a peut-être suscité... Oui, alors c'est pas que je comptais y échapper, mais en fait j'ai moins de choses à dire là-dessus, mais je pourrais revenir sur les quelques bribes. Merci. Myriam Paris, j'ai d'ailleurs pas complètement actualisé mes informations parce que en fait maintenant vous êtes chargé de recherche CNRS et plus seulement postdoc dans un projet, donc autant pour moi et bravo, et c'est à vous maintenant de nous expliquer votre méthode pour opérationnaliser. Alors merci beaucoup pour l'invitation et voilà, pour la participation à cette discussion. Moi, le point sur lequel je voulais revenir, c'était un des enjeux de l'enquête que j'ai menée dans le cadre de ma thèse, donc sur le pouvoir colonial à La Réunion, et qui était de saisir la production de catégories racialisées d'action publique, c'est-à-dire d'étudier le pouvoir colonial tel qu'il est en œuvre, à l'œuvre, après les départementalisations outre-mer, enfin aux Antilles et à La Réunion en particulier, et surtout à La Réunion, enfin mon terrain c'est à La Réunion, enfin mon terrain c'est les archives à La Réunion pour être précise, donc d'étudier ces politiques publiques et d'étudier comment elles sont racialisées. Alors je vais prendre ici une des politiques que j'ai étudiées dans le cadre de ma thèse, qui est la question du contrôle de la natalité. La politique publique de contrôle des naissances qui est menée à La Réunion dans les années 1960-70, en partant d'un constat très simple, qui est que on a affaire à une politique qui est résolument antinataliste, alors même que
la législation française est elle-même résolument nataliste. Juste pour donner quelques exemples, ce qui est appelé la propagande antinataliste, elle est interdite en France métropolitaine jusqu'en 1974. Elle est prise en charge et financée par les pouvoirs publics à La Réunion à partir de 1963. Pour la délivrance et l'usage des contraceptifs, c'est interdit jusqu'à la loi Neuwirth et surtout son décret d'application, donc 69. Et alors que la délivrance et la distribution de contraceptifs est financée aussi et prise en charge par les pouvoirs publics à La Réunion à la même époque, sans parler de l'avortement qui était interdit jusqu'à la loi Veil de 1975, qui est massivement pratiquée à La Réunion au moins jusqu'en 1970, enfin dans toutes les années 60, et pour les avortements, enfin sans compter les avortements. Donc voilà, une politique, enfin un traitement différencié de la population hexagonale et de la population réunionnaise, une politique antinataliste qui implique donc un contournement de la législation française, donc des pratiques qui sont dérogatoires par rapport au droit commun. Donc moi, ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est de savoir pourquoi, enfin qu'est-ce qui permet ces pratiques dérogatoires. Et donc ce que je me suis attachée à montrer, c'est que ces pratiques dérogatoires, elles s'expliquent par un contrôle des naissances racialisé. Racialisé, c'est-à-dire que c'est ainsi que mon travail a consisté à saisir des catégories racialisées d'action publique que j'ai saisies dans des archives administratives, des archives qui sont produites par les acteurs qui interviennent dans la fabrique et dans la mise en œuvre de cette politique de contrôle des naissances. Donc, d'abord, mon enquête, elle a consisté à saisir la position socio-raciale de ces acteurs. En l'occurrence, je me suis beaucoup intéressée au cadre des administrations et aux médecins qui agissaient sous l'autorité des pouvoirs publics et qui sont, voilà, ces acteurs sont de manière quasi exclusivement des métropolitains, donc c'est-à-dire en haut de la hiérarchie raciale à La Réunion. Et deuxièmement, ça a consisté à saisir dans leur discours comment est hiérarchisée la population réunionnaise et métropolitaine. Enfin, quels sont les principes de hiérarchisation qu'on peut percevoir dans leur discours. Ces hiérarchisations, alors je vais en donner quelques exemples, mais elles sont parfois complètement explicites, enfin, c'est-à-dire le côté racial les catégories raciales sont parfois complètement explicites et parfois plus ou moins implicites, enfin bien qu'implicites, en tout cas évidentes, c'est-à-dire que la hiérarchie est évidente. Ce que j'ai constaté et montré, c'est qu'il y a deux registres qui sont mobilisés par les acteurs pour différencier la population réunionnaise et métropolitaine. Il y a d'abord un registre développementaliste, c'est-à-dire que le mot qui court, qui fait consensus, c'est la population réunionnaise est sous-développée. Donc ça, c'est le terme tout à fait consensuel, qui vient notamment de la démographie, etc. Et sous-développé, quand on s'intéresse un peu plus précisément à qu'est-ce qu'ils mettent derrière, ils font référence à un sous-développement économique, hein, c'est-à-dire qu'ils font référence à la pauvreté, etc. Mais ils font référence aussi à un sous-développement intellectuel, donc ça, il y a une profusion de phrases, de discours sur c'est une population très simple, il faut leur apprendre à planter des pommiers plutôt que leur donner des pommes, etc. Donc les femmes sont incapables de respecter la posologie requise pour une utilisation efficace de la pilule. Enfin voilà, donc c'est vraiment sous-développé au sens intellectuel aussi, et un sous-développement moral. Il y a aussi, c'est pas qu'une connotation morale, c'est-à-dire que cette population réunionnaise est déviante, surtout sur le plan sexuel. Donc il parle de population tropicale sujette à une sexualité
frénétique, sauvage, etc. Et ça, c'est vraiment le discours des acteurs publics, c'est-à-dire des médecins, des cadres des administrations qui font leurs rapports au préfet, etc., etc. Donc sous-développement économique, intellectuel, moral, qui sont l'usage de catégories raciales, alors où il n'y a pas le mot race, où il n'y a pas directement blanc, etc. dedans, mais c'est quand même assez évident. Enfin, la hiérarchie est tout à fait évidente. Il y a aussi il y a ce prisme développementaliste qui est complètement un prisme racial, et il y a aussi un prisme eugéniste qui se manifeste de manière très vive et qui est partagé à la fois par les médecins et par les cadres, les fonctionnaires, dans les échanges et les correspondances entre le préfet et les fonctionnaires qui encadrent les centres de planning familial, par exemple. Et on a, par exemple, le mot, alors c'est encore il y a un franchissement par rapport à développé, sous-développé, mais on parle de moins évolué, plus évolué. Donc là aussi, l'enjeu, c'est de favoriser la reproduction des plus évolués et de diminuer celle des moins évolués. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve, et ce prisme eugéniste, il sert à distinguer pas seulement entre la population métropolitaine et la population réunionnaise, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de la population réunionnaise, celle-ci est segmentée et hiérarchisée. Donc c'est là où la perspective eugéniste d'amélioration de la qualité d'une population, etc., dans un registre racial est mobilisée, et on trouve l'explicitation de cette anxiété raciale et l'explicitation de catégories raciales explicites chez les médecins. Chez les médecins, c'est beaucoup plus explicite. Il y a par exemple un médecin qui fait un rapport pour le gouvernement français sur la politique du contrôle des naissances à La Réunion, et qui dit on a craint au début de cette politique qu'elle créerait, alors je le cite rapidement, un déséquilibre démographique au profit des Indiens au détriment des autres races, la blanche en particulier. Donc ça, c'est un rapport tout à fait officiel où on a une anxiété raciale qui soutient une politique eugéniste et qui est dans des échanges complètement institutionnels. Autre manifestation de l'explicitation de ces catégories raciales, parce que comme les médecins qui agissaient sous l'autorité publique devaient rendre compte de leur action dans les centres de planning familial et justement de montrer qu'ils ciblaient la bonne population, ils font usage c'est-à-dire la population indésirable, eh bien, ils font usage de statistiques racialisées jusqu'à la fin des années 70. C'est-à-dire que dans les consultations, chaque consultante est assignée à une catégorie raciale. Alors il y en a 8 ou 9 dans leur tableau, c'est-à-dire qu'ils distinguent Cafre, indienne, malgache, musulmane, chinoise, métisse, créole blanche et métropolitaine. Donc chaque consultante est placée dans une de ces colonnes pour rendre compte en fait de leur action aux autorités qui les encadrent. Et le titre du tableau, c'est la répartition ethnique des consultants. Donc là encore, le terme ethnie sert de cache, de cache pas très bien caché, mais au mot race. Alors du coup, là, c'est un contexte, donc on est outre-mer, on a un usage explicite de catégories raciales dans le cadre d'une politique publique, avec ce qui interroge en fait, c'est le caractère explicite de ces catégorisations,
et donc de savoir si cet usage explicite est spécifique au contexte ultramarin. Il y a, enfin voilà, donc comment, enfin dans quelle mesure des catégories, des catégories explicites sont mises en œuvre, voilà, concernant des populations métropolitaines dans le cadre des politiques publiques. Enfin voilà, ça appelle ces questions. Et juste un dernier, voilà, un dernier mot sur la question de la réception. Mon travail, il a beaucoup été reçu comme un travail sur la Réunion. Mais en fait, moi, je travaille sur une politique publique, c'est-à-dire je travaille sur l'État français. Et ce qui est autre chose, c'est-à-dire que c'est pas seulement la question des femmes réunionnaises et la manière dont elles ont été traitées et tout, c'est la question de qu'est-ce que cette politique antinataliste, elle révèle de la politique nataliste et de comment la politique nataliste, elle est adossée à une forme de racialisation qui est qu'il s'agit d'augmenter la natalité des femmes blanches. Du coup, voilà, c'est un peu voilà, sur ce que je soulignerais sur la réception de ce travail. Merci. Jean-Luc Primon, là on passe à une autre forme de mobilisation des catégories. Comment on passe des populations immigrées et descendantes d'immigrés à des questions raciales? Vous pouvez nous expliquer ça? Je ne suis pas sûr de pouvoir l'expliquer. Mais ouais, je vais peut-être commencer par... bon, moi, j'ai quand même l'ancienneté dans la fonction. Hein. Je suis sociologue, maître de conférence à l'Université Côte d'Azur. Je suis membre de l'URMIS, Unité de recherche migration et société, depuis le milieu des années 1990. Et donc, c'est à ce titre, enfin, je veux dire, que je veux un peu intervenir en essayant de poser la question, justement, qui m'a été posée, enfin, qui était la question de l'opérationnalisation de la notion de racialisation, mais cette fois dans les enquêtes statistiques. Mais pour comprendre un petit peu le point de vue que je vais soutenir, il faut peut-être parler un peu du passé, et notamment le fait que, donc, j'arrive, moi, à l'URMIS dans la seconde moitié des années 90 sans être un sociologue des relations interethniques, ni un spécialiste des migrations. En fait, j'y arrive en raison de restructuration de la recherche. Et donc, pour sauver les labels des équipes, hein, on était unité associée, etc., maintenant une affiliation en CNRS, on a regroupé des chercheurs. Moi, j'étais plutôt spécialisé dans l'analyse de la transition formation-emploi, et je collaborais notamment de près avec le CEREC, au moment où le CEREC, Centre d'études de recherche en emploi et qualification, au moment où le CEREC met en œuvre les enquêtes génération. La première datant en fait de 1997, en fait, l'enquête test, voilà. Et donc, à l'époque, j'étais plutôt préoccupé par des questions. J'étais spécialisé sur les diplômés du supérieur, sur les sorties de l'enseignement supérieur, et j'étais plutôt préoccupé par des questions d'inflation de diplômes, de valorisation de diplômes sur le marché du travail, de déclassement, avec en arrière-plan la question de la reproduction sociale. Voilà. Donc, dans une perspective qu'on dirait aujourd'hui classiste, sans doute, et assez classique, en fait, en vérité, dans le champ de la sociologie française. Et puis, donc, l'affiliation à l'URMIS, c'est aussi l'arrivée dans l'agenda politique de la question des discriminations a infléchi mes centres d'intérêt. À la fois par intérêt personnel, mais aussi un peu forcé par les nécessités de donner une cohésion à une équipe et d'être dans une équipe en y étant intégré. Voilà. Donc, alors, ce contexte-là, il faut peut-être rappeler deux, trois choses. On est dans la seconde moitié des années 90, on est en pleine controverse sur les statistiques ethniques. La première, la controverse des démographes, comme on dit, hein, après la publication de l'enquête MGIS notamment, qui intéressait de près, bien sûr, les travaux de l'URMIS, hein, Unité de recherche migration et société, que dirigeait à l'époque Marie Stripier. Et donc, c'est à ce moment-là que, en fait, moi, je commence à m'intéresser à la question de la transition école-emploi ce qu'on appelait à l'époque, en fait, des jeunes issus de l'immigration, et pas des descendants d'immigrés. Et il y a eu ensuite, d'ailleurs, tout un débat
Nassira notamment, Guénif, je crois qu'elle était dans la salle ce matin, a largement contribué à faire évoluer le débat. Patrick aussi par ses positions. Enfin, mais à l'époque, c'est comme ça qu'on nommait la population. D'ailleurs, auparavant, on parlait même de jeunes immigrés, hein, sans même dire issus de l'immigration. On confondait première, deuxième génération. Enfin, tout ça était assez flou, ou jeunes étrangers même. Et donc se pose la question du repérage des origines dans l'enquête, et on est quand même au milieu de la controverse autour des statistiques ethniques. Et c'est à cette époque-là que véritablement je m'intéresse de près à ces questions de classification, de catégorisation dans les enquêtes statistiques et de mise en œuvre de ces catégories dans les enquêtes pour analyser donc des données, de construction des données et d'analyse des données ayant un caractère, en tout cas se référant à l'origine ou ayant un caractère ethnique, on peut dire ça comme ça. À l'URMIS, dans le même temps, il y avait quand même eu 2 publications importantes. Une première qui s'appelait « Les jeunes issus d'immigration de l'école à l'emploi », qui notamment rendait compte à la fois des travaux de Louis-André Vallée sur l'école et la place des enfants d'immigrés à l'intérieur du système éducatif français, où la question des discriminations était posée dans ces travaux. Et puis, notamment, les travaux sur l'insertion professionnelle des jeunes issus d'immigration à partir des données MGIS, notamment. Voilà, donc évidemment, là, j'étais au cœur de mon objet. Enfin, je veux dire, hein, tout ça était central. Donc, je me suis réapproprié ces éléments. Et il y a un deuxième ouvrage qui a beaucoup compté, une production de l'URMIS qui a beaucoup compté, c'est la parution, je crois en 2000, de l'inégalité raciste, un ouvrage signé par Véronique de Ruder, François Vourche et Christian Poiré, qui a beaucoup compté parce que c'est un ouvrage qui lorsque je l'ai lu, je veux dire, il m'a apporté les outils conceptuels et théoriques qui manquaient en fait à la construction de l'objet, qui restait un objet au fond très empirique. Voilà. Et donc, je me suis saisi, là aussi, je me suis réapproprié ces questions et intéressé notamment au débat conceptuel. À l'époque, on parlait beaucoup d'ethnicisation des rapports sociaux, de la vie sociale, beaucoup plus que de racialisation. On n'en parlait même pas d'ailleurs de racialisation. Le terme avait été utilisé, je crois, par Dievorka dans un article des années 90, mais en fait, ce n'était pas du tout d'un usage courant dans le champ. En revanche, à l'école, on parlait beaucoup d'ethnicisation, des rapports scolaires, etc. C'est un terme qu'on peut oublier aujourd'hui, je le rappelle. Mais notamment à l'URMIS, du côté des travaux de Véronique de Ruder, François Vourche, Christian Poiré, on s'était réapproprié la notion de racisation et le concept de racisation de Véronique de Ruder, de Colette Guillaumin. Voilà. Et donc, c'est je veux dire, à l'issue de ces lectures, notamment, que j'ai coordonné un petit dossier autour des questions d'ethnicisation, racisation, avec notamment des contributions intéressantes, par exemple de Jean-Luc Bognol sur la question de la racialisation aux Antilles, etc. Et que donc je me suis intéressé à ces débats conceptuels. Alors la question, c'est comment on peut opérationnaliser, ou comment on a opérationnalisé cette notion de racisation, racialisation, je vais dire comme ça pour l'instant, dans les enquêtes statistiques. Je me suis, pour essayer d'intervenir ce matin, j'ai un peu regardé dans le rétroviseur et j'ai regardé les enquêtes. Et en fait, je crois qu'on peut dire que la notion de racialisation, lorsqu'on a affaire à des articles à base statistique, en France, elle est finalement très peu utilisée. Qu'elle est d'apparition récente, que généralement, dans les textes, on la trouve très peu. Alors là, peut-être que depuis 2-3 ans, elle fait son apparition. Alors, j'ai regardé un ouvrage quand même majeur de référence, qui est l'ouvrage de l'enquête Théo. Je suis allé chercher si la notion de racialisation ou racisation, les deux notions, étaient utilisées dans l'ouvrage. Ben, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc 2015, je pense, la publication. Mais enfin, ce sont des textes qui ont été écrits quand même au début des années 2010, 2011, 2012, qui ont été travaillés à cette époque-là. Donc il n'y a pas de racialisation et de racisation dans l'enquête Théo. Le terme racisé apparaît 2 ou 3 fois, notamment dans le chapitre racisme, sous la plume aussi de Patrick, me semble-t-il. Voilà, donc ce que je veux dire quand même, c'est qu'il me semble que la notion de racialisation n'appartient pas en fait au lexique et aux instruments de l'interprétation des données statistiques, pas encore en tout cas, ou très peu.
Voilà. Alors, il y a 3 raisons, ça on les connaît, on les a déjà abordées dans le débat de ce matin. La première, c'est, 3 raisons parmi d'autres hein, que l'on peut évoquer. La première, c'est, bon, on le sait, l'évitement de la question raciale, il y a des raisons politiques, historiques à tout ça, et bien sûr, tout ça est très présent dans la conception que l'on a des enquêtes en France. La question du racisme en sociologie, en sciences sociales, a été finalement assez peu thématisée jusqu'à il y a peu. Et donc, il y a très peu d'enquêtes qui traitent en fait du racisme, d'enquêtes notamment à base statistique. Enfin, je veux dire, il y a le sondage de la CNCDH, mais ensuite, il y a des enquêtes qui traitent de la question du racisme parmi d'autres questions. La question de discrimination, souvent, est beaucoup plus centrale dans ces enquêtes-là. Hein, voilà. Donc, il y a peu, en vérité, de matériaux de données. Il y a des données administratives, de justice, bon, etc. Mais il n'y a pas d'enquête originale, je dirais, sur ces questions-là, ou en tout cas très très peu. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, je vais citer quand même 2 enquêtes qui, à mon avis, apportent des éléments. La deuxième chose, c'est que la racialisation, on l'a dit ce matin, se définit d'abord comme un processus, et que la statistique a quand même un peu de mal avec les termes labiles, mouvants, voyez, avec justement les processus de construction de la race. Et les processus qui sont historiques et qui sont aussi contextualisés, quoi, hein, et situés, voilà. Et donc on est beaucoup plus habitué dans les enquêtes statistiques à avoir affaire à des variables d'état, à analyser en fait des états, à les comparer, hein, c'est-à-dire à des choses qui sont relativement bien codifiées, qui sont assez consolidées et que l'on peut effectivement mettre en correspondance, voilà. Alors bien sûr, il y a le travail aussi de dénombrement hein, qui compte et qui renvoie d'ailleurs à l'autre aspect que je vais évoquer, la question de la catégorisation et de la classification. Voilà. Donc ça, c'est un deuxième élément important. Pour autant, un processus produit quelque chose. Hein. Un processus produit quelque chose et on peut imaginer qu'il peut y avoir des formes aussi d'objectivation des produits de la racialisation à travers justement le travail statistique. Mais avant de peut-être d'évoquer cet aspect-là, le troisième élément qui me semble important et qui fait que l'opérationnalisation de cette notion de racialisation dans le travail d'analyse statistique paraît difficile, même s'il n'est pas complètement impossible, c'est bien sûr la question de la catégorisation et du classement statistique et le débat, qui a été quand même très virulent pendant, on peut dire, une vingtaine d'années autour justement de la construction de catégories ethno-raciales et qui ont été au fond empêchées, enfin, je veux dire, dans le contexte français. Voilà. Bon, pour autant, lorsque on revisite, je dirais, les données statistiques existantes de certaines enquêtes, d'abord il y a des enquêtes qui s'efforcent d'aller plus loin en tout cas dans l'objectivation d'un certain nombre d'effets de ce processus de racialisation. Je veux citer notamment l'enquête sur l'expérience et la perception de la discrimination. Moi, je n'étais pas partie prenante, mais en Ile-de-France, Patrick Simon, Mireille Ebrard. Peut-être qu'on va tout à l'heure montrer un petit tableau issu de cette enquête. Hein, je vais me le permettre, Patrick et Mireille. Et ensuite, il y a également, bien sûr, le travail de la CNCDH, je l'ai dit, mais d'autres travaux, dont l'enquête Théo. L'enquête Théo a comporté une question sur le racisme, sur l'expérience du racisme et sur l'attitude raciste. Et je termine juste là-dessus. Donc, mais on va peut-être montrer quand même le tableau pour finir. Et donc, voilà. Et il y a là aussi un certain nombre d'éléments qui permettent d'approcher, je dirais, cette question de la racialisation à travers un certain nombre de questions qui sont posées. La particularité quand même de ces questions, c'est qu'en fait, elles se fient aux déclarations des répondants des enquêtes. C'est-à-dire qu'elles font confiance, en quelque sorte, d'une certaine manière, à ce que disent les gens des situations qu'ils vivent. Voilà. Hein, ils rapportent des situations. Et on est un peu éloigné des procédés traditionnels ou classiques, je dirais, des enquêtes statistiques, mais ce sont le niveau expérientiel, disons, est de plus en plus pris en considération. Et c'est à partir de ce niveau-là qu'on peut informer, au fond, le processus de racialisation.
je veux juste, je ne vais pas aller plus loin sur la réception et les usages, on l'évoquera peut-être dans le débat, mais par contre, si on pouvait effectivement montrer le tableau sur l'hétérocatégorisation de l'enquête Île-de-France, je pense que ce serait, voilà, pour illustrer un peu la fin de mon propos, là. C'est le... Ouais, merci. C'est le quatrième diapo. Voilà. Ouais. Alors, j'ai le droit de faire un tout petit commentaire ou vraiment hein. Voilà, donc il faut comprendre comment il construit ce tableau. Hein. Donc il y a dans l'enquête, c'est 2500 personnes, hein, je crois à peu près l'échantillon. Il y a donc des questions qui permettent de repérer l'origine, alors pas forcément de manière usuelle, mais enfin c'est assez proche de ce que l'on fait habituellement, c'est-à-dire la nationalité et le lieu de naissance, en remontant par exemple aux parents. Pour les descendants d'immigration. Il y a la possibilité d'ailleurs dans l'enquête d'aller jusqu'à la 3e génération, me semble-t-il. Mais non, c'est 2 générations, mais oui c'est ça, on l'a là en ligne d'ailleurs. Et ensuite il y a 2 autres questions. Il y a des questions, une question sur l'hétéro-identification et une autre sur l'auto-identification, c'est le tableau 7, l'auto-identification, où on demande en fait aux personnes de se classer elles-mêmes dans des catégories ethno-raciales. Ce qui est intéressant dans les résultats, c'est à la fois... Alors, quand on lit la formulation de la question, on comprend qu'on force un peu les répondants à se classer, quoi. Bon, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est le taux de non-réponse, notamment, de voir si les gens si les répondants répondent à la question, ou s'ils fuient la réponse. Et lorsque notamment ils ne répondent, ou est-ce qu'ils n'adhèrent pas aux catégories proposées, ils en proposent d'autres, et donc on a la possibilité de voir d'autres catégories. Les catégories proposées, c'était blanc, noir, arabe, asiatique, hein, si je ne me trompe pas initialement, et ensuite, par exemple, la catégorie métis est apparue dans le traitement des réponses, des réponses complémentaires qu'apportaient les personnes. Voilà. Ce genre je dirais de procédé, ce type de procédé permet d'analyser à la fois la manière dont les gens ici pensent être perçus du point de vue des identités ethno-raciales et en même temps aussi les catégories ethno-raciales en usage qui n'ont pas été prévues d'ailleurs par le concepteur de l'enquête, ou en tout cas qui n'ont pas osé intégrer dans l'enquête. Merci. Donc on a eu 4 présentations différentes de cette opérationnalisation et surtout des parcours qui en est la façon dont on a rencontré en fait la question raciale dans ces travaux. Alors je propose qu'on ouvre tout de suite la discussion avec vos réactions, commentaires dans la salle, et puis vous-même vous aurez aussi l'occasion peut-être de prolonger certaines de vos propositions et puis d'interagir avec ce que les autres ont présenté. Et donc tout de suite on va prendre une série de réactions. Alors il y en a eu tout en haut, voilà. Et puis bonjour, merci pour vos communications. J'aurais une question pour vous 4. Claire et Evelia, vous avez tout de suite annoncé que vous travaillez sur la blanchité. Du coup, je me posais la question de est-ce que vous aviez réfléchi à pourquoi ? Et Evelia, tu as parlé vous avez parlé du fait que vous étiez actrice. Et du coup, j'avais une question parce que c'est ce que je vais me retrouver à faire. Quelle réflexion dans vos travaux il y a sur la position depuis laquelle vous traitez de ces questions-là? On a parlé ce matin du danger de participer, entre guillemets, au processus actuel. Qu'est-ce que le fait de produire des données fait sur les questions de race? Est-ce qu'on crée nous-mêmes des identités sociales de race? Et du coup, voilà, j'avais cette question sur quelle réflexion vous avez sur votre position en tant que chercheuse, en tant qu'actrice, dans la production
de vos travaux et sur la potentielle réception de ces travaux. Merci. Oui, merci beaucoup pour ces présentations. C'est une question sur le tableau qui est là et sur les catégories qui y sont présentes. En fait, je me posais la question de deux absents, juifs et roms ou gens du voyage. Enfin, pourquoi, comment ça s'est fait, comment ces catégories sont construites? Est-ce que c'est la commande? Est-ce que c'est vous? Voilà, je me demandais un petit peu pourquoi il n'y avait pas ces deux catégories. Merci. Oui, merci beaucoup pour cette présentation. C'est donc Adrien Dubux. C'est une question, alors plutôt en réaction à la présentation par Claire Kosker, mais peut-être ça fait écho aux autres présentations aussi. C'est une question sur l'articulation entre la définition de l'objet et le processus de fabrication des catégorisations. Dans ton travail, Claire, je me suis demandé comment tu avais exploré peut-être les marges de ce groupe. C'est-à-dire que là, le cœur de ton enquête, c'est un groupe pour lequel, d'une certaine manière, il y a une sorte d'alignement un peu parfait entre la nationalité, la couleur de peau, la position sociale, la structure familiale. Et qu'est-ce qui se joue, par exemple, chez des Français non blancs, hein, pour le dire trop vite, mais qui sont pas du tout marginaux du point de vue quantitatif dans un contexte comme les Émirats. Donc enfants ou petits-enfants d'immigrés maghrébins en France, ou des couples mixtes franco-libanais, ou des voilà. Est-ce que le fait d'aborder les groupes par leur marge, ou les cas un peu inclassables ou moins directement centraux en quelque sorte, ça ne permettrait pas de mieux comprendre ou de donner un éclairage complémentaire au processus de fabrication des catégories? Oui, merci Mathias Michel. Une question, merci pour les communications très intéressantes. Une question pour Myriam. Est-ce que... Ah pardon, je suis là, pardon. Est-ce que dans les politiques, pour ainsi dire, antinatalistes, il y avait aussi le cas des stérilisations forcées, parce que c'est un classique aussi, pour ainsi dire, les femmes noires aux États-Unis, les femmes roms en Slovaquie, Hongrie, et je me demande d'ailleurs si ailleurs pas non plus, et si dans le champ il y avait ça aussi. Je ne sais pas comment on expliciterait, mais si c'était une des manières de dire après 2 enfants, parce que ça c'est ce qui se passe sur les femmes roms en Slovaquie, en Hongrie, après 2 enfants, on considère que pour à peu près les mêmes raisons que tu cites dans ton travail, on dit bon voilà, ça suffit, et donc au moment de la naissance, on leur fait signer des papiers comme quoi voilà, vous consentez à votre stérilisation pour ne plus avoir d'enfants après. Donc je me demandais, c'était une question, si ça revenait aussi dans les stratagèmes de antinatalisme des populations considérées comme sous-développées, pour utiliser la terminologie de ce moment. Merci. J'ai noté 2 demandes de parole et on va arrêter là et on fera une deuxième séquence parce que sinon ça fait un peu... Alors, une intervention là, une question, oui. Oui, bonjour. Vous avez le micro et puis Nathalie. Anaïs Dioum-Pédica, je vais parler dans le contexte de Kanaki Nouvelle-Calédonie. Et ma question, elle s'adresse à Claire Kosker et Evelia Mayenga, ainsi que potentiellement aussi à Myriam Paris. Vous parliez de blanchité et par rapport à l'intervention de Claire Kosker, j'étais intéressée par la mobilisation de la catégorie expatrié. J'étais intéressée par savoir si vous aviez interrogé des personnes non blanches sur leur avis sur la catégorie expat, parce que je sais que par exemple dans les milieux universitaires, on n'utilise plus la catégorie expat parce que derrière il y a l'idée de blanchité, mais nous par exemple, nous on dit du pays. Quand on est de Kanaki Nouvelle-Calédonie, la catégorie expat, on se l'est réappropriée, c'est-à-dire qu'elle est négative. Pour nous, on se moque des expats. En fait, on trouve ça rigolo même qu'ils s'appellent expats parce que c'est négatif pour nous, leur façon de faire, leur façon d'être au monde. Et j'ai remarqué quelque chose de similaire avec certains. Nous, les Blancs, on les appelle les oreilles, comme à La Réunion, j'imagine. Et il y a certains Blancs de gauche qui récupèrent la catégorie oreilles. Je les ai vus porter des t-shirts genre « je suis oreille ».
Et qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'est intéressant de voir ce qui se passe en fait dans cette récupération, parce que le Zoreille, l'historique de Zoreille, c'est assez c'est familier, mais c'est relativement négatif. Enfin, c'est pas super sympa de se faire appeler les oreilles. Mais quand ils récupèrent ça, du coup, cette catégorie-là, il y a quelque chose qui se passe dans la blanchité, en fait, de récupérer cette catégorie qui est négative pour les Blancs et d'en faire quelque chose de positif, en fait. Donc, ma question, c'était par rapport à ça, cette catégorie d'expat, et aussi c'est par rapport à cette idée que, surtout dans les Critical Whiteness Studies, donc là vient ma question, comment vous faites, parce que Critical Whiteness Studies, enfin, les études de la blanchité critique, sont très très investies par les Blancs universitaires. Donc c'est une vision de la blanchité qui vient des Blancs en priorité. Et c'est-à-dire que, par exemple, la personne, Richard Dyer, il dit la blanchité, un élément important de la blanchité, c'est qu'elle est invisible. Mais la blanchité, elle est invisible que pour les Blancs. Enfin, les Blancs, on en parle tout le temps dans les milieux racisés, en tout cas au pays, chez les Kanaks, chez les non-Kanaks qui ne sont pas Blancs. Voilà. Donc ça, pardon, excusez-moi, ça c'est ma question. Et pour Myriam Paris aussi, c'est comment cette étude, potentiellement une étude de la blanchité, quand elle vient de chez nous, de nos pays, comment ça change en fait quand nous on se met au centre de ces études-là. Voilà. Bonjour Nathalie Bejos, très rapidement, merci beaucoup pour ces présentations. C'était une remarque par rapport à la présentation de Myriam Paris, c'est une question à Jean-Luc Primon. C'était juste pour souligner que tout ce que vous avez décrit de manière tout à fait passionnante sur l'île de la Réunion, en fait, on retrouve la même chose, en tout cas en ce qui concerne le rapport à la contraception et des politiques, alors qu'ils ne sont pas affichés comme étant natalistes par rapport à certains groupes racisés en métropole, mais les logiques de prescription de la contraception vis-à-vis des femmes noires, par exemple, produit exactement la même chose, avec les mêmes discours sur leur incapacité à utiliser la pilule. Donc on leur prescrit, c'est les travaux d'Hélène Bretin dès les années 90, et puis plus récemment les enquêtes qu'on a faites à l'INSERM, où on leur prescrit des méthodes de contraception, les implants pour ne pas en parler, au prétexte qu'elles sont pas capables, qu'elles ont une sexualité débridée, qu'elles ne sont pas capables d'utiliser la pilule. Donc je trouve que c'est extrêmement intéressant le fait que dans deux contextes très similaires mais en même temps très différents, parce qu'il n'y a pas cet affichage que vous évoquiez politique, on retrouve des mêmes logiques de pratiques discriminatoires en fonction de l'appartenance ethno-raciale. Et puis par rapport à ce que vous avez présenté, Jean-Luc Primon, et le tableau, j'avais deux remarques. D'abord pour souligner que dans les rares enquêtes qui ont pu collecter, ce qui est, il faut le rappeler, quand même tout à fait légal dès lors qu'on est dans des enquêtes anonymes, hein, contrairement à ce que beaucoup de personnes croient encore, qu'on n'a pas le droit de collecter ce genre de données. Si, on a le droit, enfin, dans certaines conditions confère la loi informatique et liberté. Mais pour dire que dans les rares enquêtes qui contiennent des informations identiques, il y a aussi l'enquête qu'on a faite chez le Défenseur des droits la même année, en 2015, sur 5000 personnes avec un échantillon représentatif, où on a traité en même temps des indicateurs qui renvoient à la catégorie ethno-raciale, enfin, exactement les indicateurs repris d'ailleurs de ce tableau-là, et où les analyses ont montré que, et on a travaillé sur la question du racisme, sur la discrimination à l'emploi, au logement, aux loisirs, etc., que finalement l'auto-perception de la couleur de peau par les personnes interrogées, c'est-à-dire pas l'auto-perception, ce qu'elles pensaient que les autres, comment les autres les catégorisaient, était plus discriminante statistiquement que l'indicateur de lieu de naissance construit sur le lieu de naissance et de la nationalité d'Ego et de ses parents. Et donc je trouve que c'est un résultat, moi, tout à fait passionnant. La question que je voulais vous poser, c'est que j'ai cru comprendre que vous disiez que c'était basé sur la déclaration des personnes, et qu'il fallait, entre guillemets, être un peu attentif au fait que c'était de la déclaration. Mais en fait, c'est valable pour n'importe quelle variable. Je veux dire, quand on déclare son appartenance de sexe, son identité de genre, enfin, n'importe quoi, n'importe quelle question dans une enquête en population est basée sur de la déclaration. Donc, je vais savoir pourquoi il faudrait entre guillemets, être plus attentif à ce type de réponse que pour une autre variable, comme par exemple le sexe. Et dernière chose, sur la question
des limites de l'analyse statistique pour objectiver des processus de racialisation, ou en tout cas les produits de la racialisation. Je partage tout à fait cette perspective, mais en même temps, justement, l'avantage, et en complémentarité avec des analyses plus qualitatives qui analysent les processus, ça permet d'objectiver les produits de cette racialisation et surtout de montrer la variabilité en fonction d'un certain nombre de caractéristiques sociales et ethno-raciales. Voilà, merci. Bien, alors on a beaucoup de questions, peu de temps, donc, mais quand même c'est vous qui êtes là pour en parler. Je vais vous redonner la parole peut-être dans l'ordre de votre présentation. Claire, alors essayez d'être concis et au moins dites ce que vous avez envie de dire. Merci pour toutes ces questions. Je vais essayer de regrouper les deux questions sur la blanchité et peut-être répondre à Adrien en premier sur la question de l'articulation entre la fabrication de l'objet et ses processus de catégorisation. Il y a plusieurs éléments de réponse, je pense, sur cette question. Le premier, c'est que comme j'ai travaillé uniquement sur Abu Dhabi et pas sur Dubaï, la question de la composition démographique quand même du groupe français se pose différemment qu'à l'échelle des Émirats. Et notamment, il y a quand même... il y a une distinction même entre la construction entre le groupe français tel qu'il se construit à Abu Dhabi, qui se distancie du groupe français tel qu'il est perçu à Dubaï, notamment avec une stigmatisation de ces... justement de ces... Alors le terme qui est utilisé, c'est les Nabila. Je ne sais pas si tu l'as déjà entendu à Abu Dhabi, mais qui se distinguent donc de ces Dubaïotes décrits comme un peu aventuristes, un peu irresponsables, et on perçoit bien la charge raciale justement qu'il y a dans ce qualificatif-là. Alors, je ne veux pas dire pour autant que tous les Français à Abu Dhabi sont blancs, même si un deuxième élément de réponse pourrait être quand même qu'à mon avis, mais ça tu dois le savoir mieux que moi, la composition démographique de ce groupe à Abu Dhabi est amenée à changer avec les changements notamment du marché de l'emploi et le déclin de ce contrat doré de l'expatriation, le déclin aussi des secteurs d'emploi du oil and gas et de la défense qui était dominant jusqu'à présent. Mais l'élément de réponse le plus central, c'est précisément que moi, je suis entrée en fait, par la construction du groupe national. Et donc, que je n'ai pas cherché à construire finalement une population d'enquête représentative des Français, mais plutôt d'entrer par les lieux de sociabilité français. Et il se trouve que ça participe finalement à en fait le cœur du groupe français. Il met à distance toutes ces personnes qui sont un peu plus marginalisées, notamment par alors c'est pas le seul vecteur de marginalisation, la racialisation, mais c'est l'un d'entre eux, je pense, c'est l'un des plus puissants. Et notamment la question des binationaux. Là-dessus, c'est assez impressionnant parce que moi, quand j'ai fait mon enquête, on rencontrait bien sûr quelques franco-libanais et quelques franco-syriens dans les cercles de sociabilité français. Mais en fait, les cercles de sociabilité libanais, qui accueillaient beaucoup de franco-libanais, étaient quand même assez distincts, j'avais l'impression, des cercles de sociabilité français. Ensuite, sur la question de la blanchité, alors la catégorie expatriée, moi j'utilise uniquement dans son statut de catégorie émique, pas comme catégorie d'analyse. Je l'utilise à l'écrit quand je peux avec des guillemets, c'est-à-dire quand le harcèlement de Reviewer 2 ne m'a pas fait renoncer aux guillemets après 50 allers-retours avec une revue. Mais effectivement, ce n'est pas une catégorie d'analyse en soi. Sur la question de est-ce qu'elle est utilisée, est-ce qu'elle est réappropriée à des fins de moquerie, notamment par d'autres groupes sociaux, ce qu'il faut sans doute préciser, c'est qu'à la différence d'un contexte comme la Kanaki Nouvelle-Calédonie, Abu Dhabi, c'est une société très migratoire, où en fait les nationaux sont extrêmement minoritaires. Du coup, tout le monde est, ou presque, tout le monde est migrant. Donc je pense que ça enlève du sens dans ce contexte-là, quoique ça l'enlèverait pas, sans doute pas complètement, mais les termes qui sont utilisés
pour se moquer justement de cette population qui se désigne comme expat, c'est les termes que j'ai mentionnés, donc Gora dans plutôt la population qui parle hindi, ourdou, ou ce terme qui signifie les fils de la rouge, donc pour les Émiriens. Ensuite, sur la question de pourquoi travailler sur la blanchité, sur la question aussi de la tension que ça entretient avec les désirs affichés et effectivement assez ambivalents de rendre visible la blanchité. Alors moi, j'ai commencé à travailler sur la blanchité en travaillant, et ça fait écho, je pense, à ce que Evelia, tu disais aussi, en travaillant sur la racialisation en général, et où en fait je me suis rendu compte que dans mon travail de master, j'analysais la question de la racialisation des violences sexuelles collectives qui ont été décrites comme qui ont été appelées les tournantes à plusieurs épisodes bien précis du débat public français. Et en fait, je me rendais compte qu'en analysant ça, mes résultats étaient autant sur la blanchité que sur la production d'une position, enfin que sur l'altérisation, la minorisation, la stigmatisation, etc. Du coup, ce que je me rendais compte, c'est que j'avais biaisé les questions que je posais, et donc j'ai souhaité les redresser pour l'enquête suivante. Mais c'est vrai que j'ai aussi été... disons que j'ai articulé mes questions autour de ce désir, de cette préoccupation de rendre visible ce qui se construisait comme invisible, avant de réaliser, notamment en lisant un excellent texte de Sarah Ahmed sur la blanchité, que c'était pas très malin et que la construction de l'invisibilité définissait précisément qui appartenait à ce groupe-là. Donc, alors, c'est pas pour autant qu'en se rendant compte que les questions étaient toujours en partie mal posées, que j'ai abandonné ces questions-là, parce que dans la mesure précisément où c'est un groupe majoritaire, c'est un groupe en position de pouvoir et qu'il revendique cette invisibilité, même si elle peut être décrite comme illusoire, elle est quand même significative socialement. Et c'est pour ça que ça a continué à m'intéresser, y compris dans ce que je décrivais dans ma présentation, cette économie blanche des catégorisations et ce désir d'échapper aux catégories qu'on produit soi-même, continue à être, je pense, quelque chose de saillant et quelque chose d'important à déconstruire dans les productions scientifiques. Alors, j'ai commencé par cette question de de l'inquiétude forcément de la reproduction de la race dans nos travaux. Et pour moi, ça se manifeste beaucoup par essayer de résister à une réception exotisante et comment ne pas prêter le flanc à cette réception exotisante, genre bon, c'est la Réunion, c'est loin. Ou le côté en fait c'est normal que y ait de la race à la Réunion, enfin c'est post-esclavage, etc. Enfin une forme de c'est normal, c'est un contexte colonial, post-colonial, donc la race c'est pas étonnant. Et c'est pour ça que, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai été amenée là dans ces dernières années, en tout cas depuis ma thèse, à reformuler mon sujet sur, en fait, je travaille sur l'eugénisme français, et que le fait de partir des périphéries, ça éclaire le centre et que c'est un révélateur plus qu'un objet. Mais c'est aussi une manière de me défendre contre cette exotisation systématique, ou la curiosité ethnographique, etc. Ce qui aussi, du coup, je rejoins l'autre question qui m'a été posée sur qu'est-ce que ça change quand on fait l'enquête depuis chez nous, quand vous parliez de la Kanaki. Mais en fait, ce n'est pas une question auquel je vais répondre dans ce cadre ici, précisément parce que je ne suis pas sûre de la réception. Donc, on pourra en parler. Je ne sais pas si j'ai vraiment des réponses, mais en tout cas...
Voilà, ça fait partie aussi des questions, des inquiétudes et des anxiétés quand on travaille sur la race en tant que chercheur, quand on est aussi exposé à des assignations, etc. Donc, qu'est-ce qu'on répond pas, à quoi on va prêter le flanc quand on va répondre ceci ou cela. Enfin, en fait, on navigue en permanence dans ces choses. Sur les stérilisations, oui, il y a eu massivement des pratiques de stérilisation à La Réunion. C'est pas là-dessus que je mets l'accent dans mes présentations, parce que y a un côté où parce que c'est des stérilisations ou parce que c'est des avortements forcés, ça suscite le scandale. Et pour moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer des discours et des pratiques qui sont beaucoup plus consensuelles, c'est-à-dire des formes de traitement différenciés qui aboutissent à des pratiques coercitives, mais pas rester juste sur l'énonciation de ces pratiques coercitives, parce que en fait, elles sont l'émanation de discours extrêmement routiniers, extrêmement consensuels, qui sont encore très vivaces aujourd'hui. Et c'est justement, du coup, je rebondis sur la dernière remarque sur les traitements différenciés et racialisés, on les observe en France aujourd'hui. Il commence à y avoir effectivement un certain nombre de travaux qui enquêtent sur ces formes de traitements différenciés. Et ce qui m'intéresse aussi, et racialisés, notamment dans le domaine du contrôle des naissances, etc. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est les circulations qu'il peut y avoir entre des catégories. Et quand je disais que je travaille sur l'eugénisme français, par exemple, il y a un contraceptif qui a été imposé à La Réunion dans les années 70, un contraceptif hormonal injectable, le Depo-Provera, qui alors, en France, était interdit, c'est-à-dire qu'il n'avait pas la licence, etc. Ce contraceptif était tout à fait interdit en France. Il a été tout à fait prescrit par les pouvoirs publics et importé par les pouvoirs publics à La Réunion. Mais il était aussi distribué et imposé dans les hôpitaux psychiatriques. Et c'est aussi, en fait, ces articulations entre construction des catégories raciales, classe, validité, etc., qui m'intéressent, parce que en fait, ça circule. Les populations ciblées, comment elles sont construites comme indésirables, il y a la race, il y a la classe, il y a la validité, il y a plein de choses. Donc c'est pour ça que le côté métropole, outre-mer, c'est pas des frontières hermétiques, ça circule, les vocabulaires, les terminologies s'empruntent les unes les autres, etc. Voilà. Oui. Sur la question des... Bon, j'ai un peu de mal à répondre à la question des Juifs et des Roms, parce que je n'ai pas participé, moi, à la conception de l'enquête, mais il est clair que... C'est ce que j'ai compris, c'est un problème des constructions d'échantillons. Notamment, c'est une enquête en 2 vagues. L'échantillon a été construit en 2 vagues. D'abord en population générale et sur une base en essayant de respecter le poids de différentes catégories discriminées, et pas uniquement d'ailleurs en fonction de l'origine. Et ensuite, il y a une 2e vague où on filtre en fait les personnes et on essaie de surreprésenter un certain nombre de groupes. Bon. Dans la première vague, on a la représentation, par exemple, des personnes à l'aide d'une question sur la religion. On a la représentation, par exemple, des Juifs, c'est 2% de l'échantillon. Donc on a affaire à des populations quand même qui sont numériquement très faibles et qu'il est souvent très difficile, sauf à faire vraiment des focus un peu spécifiques, d'enquêter, quoi. Voilà, c'est coûteux. Il y a un système il y a des contraintes, il y a des contraintes financières, des choses comme ça. Alors j'en parle d'autant plus qu'on est en train de faire une enquête un peu similaire où on essaie d'intégrer justement la population juive, et c'est vrai qu'on a beaucoup de difficultés pour arriver au quota, quoi, concrètement. Voilà. Alors quota, c'est pas très heureux d'ailleurs, en l'occurrence. Mais en tout cas au nombre souhaité. Ça, c'était la première chose. Peut-être que Patrick ou Mireille, qui je crois, je l'ai vu tout à l'heure, je l'ai aperçu tout à l'heure, me semble-t-il, pourrait répondre sur concrètement l'absence des Juifs et des Roms dans l'échantillon. Mais je pense que c'est une des raisons essentielles, c'est ça, c'est une question de nombre.
Et ensuite, alors, oui, moi, je suis parfaitement d'accord. Alors, sur le déclaratif, absolument. Je veux dire, toute enquête en statistiques sociales, démographiques, etc., se fonde sur les déclarations des personnes. Bon, en même temps, toutes les questions de ce point de vue-là ne se valent pas, parce qu'il y a quand même des informations des renseignements et des informations que l'on collecte qui sont précodifiées. Enfin, je veux dire, qui sont institués. Quand on demande le sexe d'une personne, on peut contester, bien sûr, la binarité et d'ailleurs, on est en train de modifier ce type de formulation. Mais en fait, on répond en fonction de son état civil, enfin, je veux dire, en clair. Et d'ailleurs, les enquêtes pendant très longtemps, sur la question du sexe, quand il y avait des contrôles de sincérité des réponses, je veux dire, les contrôles étaient toujours positifs au sens où on déclarait son état civil, ce qui avait marqué sur sa fiche de naissance. Bon, voilà, bon. Et ce que je veux dire par le déclaratif, là, c'est que notamment, que ce soit la question, par exemple, sur l'hétéro-identification, mais aussi d'autres questions qui font appel justement à l'expérience et à la perception des états ou des situations, on demande aux personnes d'apprécier ces situations. Voilà. Je veux dire, et là-dessus, on a quand même une latitude assez importante qui est donnée aux répondants. Plus importante que, par exemple, lorsqu'on pose la question d'un contrat de travail. Alors, c'est une question bien sûr, c'est toujours la même question. C'est la question de la définition des situations, de la terminologie que l'on utilise et de sa fixité d'une certaine manière, du fait que cette situation, la manière dont on la qualifie, elle est plus ou moins consolidée préalablement à l'enquête. Moi, je me souviens très bien, pour donner un exemple très rapide, l'enquête génération sur les sortants du système éducatif de 1998, qui a été réalisé en 2001. Donc 2001, on n'est pas encore vraiment dans la période où la question des discriminations est centrale. Enfin, je veux dire, en tout cas, elle n'a pas l'importance qu'elle a aujourd'hui. Il y avait peu de dispositifs qui se préoccupaient de ces questions-là. On pose une question aux sortants du système éducatif en utilisant le terme de discrimination. Et on leur demande si au cours de leur parcours professionnel, ils estiment avoir été victimes de discrimination. C'est à peu près ça la formulation. Il y a victime et il y a discrimination dans la formulation. Donc ce sont des termes, notamment victime, c'est un terme qui est très chargé. Et on utilise le terme de discrimination qui, à l'époque, au fond, est peu défini. On fait une post-enquête, Cali, et on retourne voir les gens, comme on le fait dans le Théo, etc., voir les gens qui ont déclaré de la discrimination au cours de leur parcours professionnel. Bon, il y en a plein qui vous racontent que en fait, non. Mais que par contre, dans le milieu, oui. Ou mon frère, ou mon copain, ou... Vous voyez ? Et d'ailleurs, c'est pour ça, à l'époque, on a un peu utilisé la notion de ressenti. Parce que, pour interpréter les réponses à cette question, parce que, en fait, c'était une forme de réponse collective. C'est-à-dire que les catégories, notamment descendants de l'immigration nord-africaine, parce que c'était essentiellement elles qui étaient représentées dans l'enquête du côté des origines, en dehors de la population majoritaire, répondaient à la question, et en même temps, il y avait des taux de réponse qui étaient assez élevés. Mais j'ai plus en tête, enfin, c'était de l'ordre de 35 ou 40%, je crois, de réponses positives à la question sur les discriminations. On est vraiment à la fin des années 90, quoi, 1990. Mais bon, voilà, l'enquête la post-enquête, enfin, montre qu'il y a une variabilité de définition de cette notion de discrimination, qu'éventuellement on ne répond pas pour soi, mais on répond pour d'autres. Enfin, voilà, donc il y a une part de subjectivité et de libre arbitre dans tout ça, quoi. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Je ne dis pas du tout qu'il fallait évacuer. Au contraire, il faut l'analyser et le prendre en tant que tel. Et c'est souvent d'ailleurs aussi ce qui est très intéressant dans l'analyse de ce type de questions. C'est-à-dire qu'on se réfère effectivement à un niveau, enfin, on fait référence à l'expérience des personnes, on fait d'une certaine manière confiance à l'expérience qu'ils reportent. Voilà. Merci. Alors j'avais promis une deuxième vague de questions, mais là, objectivement, nous avons dépassé et ça ne sera pas possible, j'en suis désolé. Merci aux intervenantes et à l'intervenant.